Hello, everybody. First show of the night of the new channel, the Manu Talk Show. I have my first guest ever to start the first show with. His name is Mr. Habib from Guinée. On va parler en français. Je disais tout simplement que c'est le premier show avec un grand invité, Mr. Habib, de Manu Talk Show. So, aujourd'hui, on a un sujet qui est très important dans la vie de l'Afrique, d'où on vient. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Habib de se présenter et nous allons entamer les débats. Merci. Bonsoir Manu, bonsoir tout le monde, bonsoir aux téléspectateurs, aux invités et tout le monde. Moi c'est Savani Habib, je suis juriste d'affaires d'origine guinéenne. C'est un plaisir de partager le plateau avec M. Manu ce soir pour vous. Donc en résumé, je vais laisser introduire totalement les questions sur lesquelles nous allons débattre ce soir. Voilà. Okay. Merci Manu. Donc, merci beaucoup. Merci pour l'introduction, Monsieur Habib. C'est un grand plaisir pour moi de vous avoir au premier show de Manu Talk Show. Thank you. Monsieur Habib, nous allons débattre d'abord sur le premier thème qui est la politique en Guinée. Nous avons eu des récents mouvements du côté de la Guinée et on va parler de la dissolution du gouvernement de M. Doumbia. Et on va parler de la gabegie financière de certains ministres, diplomates du côté de la Guinée. Ok, merci M. Manu pour la question. Rapidement, je vais aller, on va pas trop tarder là-dessus. Vous savez, avec la situation qui prévaut actuellement en Guinée, il y a un tohu-bohu, il y a tout un remue-ménage. Suite à des petits trucs qu'il y a eu entre le PM Bernard Gomou, le ministre de la Justice, Charles Wright, il y a eu des altercations, il y a eu des échanges de courriers administratifs qui ont amené un peu, quand tu fais le tour des médias, ce sont ces choses qui ont amené le général Mamadi Doumbouya à prendre la décision de dissoudre le gouvernement. Vous savez, entre Bernard Gomou et Charles Wright, le torchon brûlait depuis un peu longtemps. Comme vous l'avez constaté, le gouvernement de transition guinéen, ces derniers temps, il y a eu des situations un peu compliquées. Le gouvernement a tendance à se former en petits clans, il y a des petits groupes qui se sont formés. Peut-être que tout le monde n'est pas au courant de ce qui se passe en interne, c'est la cuisine interne guinéenne. Nous sommes avertis, nous écoutons, nous suivons l'évolution des choses depuis, disons maintenant, une année, que c'est tendu entre Gomou et certains ministres, ça n'allait pas. Donc c'est tout ce qui a abouti à la dissolution du gouvernement le lundi passé. Voilà. Si pour cette histoire de dissolution, si j'ai quelque chose à dire, je pense que je peux vous expliquer jusqu'à ce niveau, selon ce que je connais, selon ma petite connaissance. Vous êtes monsieur Habib, vous êtes beaucoup un homme politique. Je me rappelle, vous êtes beaucoup ancré dans la politique. Vous avez même essayé d'avoir votre parti. Je ne sais pas si c'est toujours en cours ou bien c'est... C'est déjà acté. Je fais partie d'une formation politique de jeunes ressortissants guinéens, pour la plupart résidant aux États-Unis et en Europe, dont le président que nous avons désigné est Alpha Baldé, qui réside à Dallas, Texas. Le parti s'appelle le MAD. Nous existons déjà sur l'échiquier politique guinéen. Nous sommes en train d'évoluer, nous sommes sur l'implantation à travers les différentes villes, préfectures, sous-préfectures de Guinée. Nous sommes sur le travail pour vouloir voir candidater pour les prochaines échéances en Guinée, aux élections présidentielles. Ok, moi je suis vraiment
vraiment content parce que je vous ai vu dans vos débuts commencer la politique guinéenne et j'ai vu que vous êtes vraiment ancré dans cette politique. Mais j'ai une toute petite question qui, moi, me dérange et que peut-être la population veut savoir à propos de la Guinée. Est-ce que vous pensez que M. Mamadou Doumbia, qui est président intérimaire de la Guinée, qu'on a créé en ce moment, Disons président de la transition militaire, Okay. est-ce que vous pensez que ce dernier veut quitter le pouvoir? Parce que j'ai comme l'impression qu'il est celui-même qui joue la France politique de la maison mère encore en Guinée et qui est en train de retarder la politique guinéenne au niveau qu'elle le mérite. Merci M. Manou. Pour cette question, chacun a son avis, chacun a sa version des faits, chacun a sa lecture des faits. Pour mon cas, pour ce que je sais, ce que je pense, la situation guinéenne elle est un peu complexe. Je ne peux pas dire que Mamadi, tout de suite parce que il a appartenu à l'élite du corps armé français à un moment donné, comme vous le savez, c'est un ancien légionnaire. Je ne peux pas dire qu'il fait le jeu de la France directement. Parce que, pour moi, il s'oppose à quelqu'un qui concilie beaucoup de lignes. Il ne veut pas non seulement lâcher la France, il ne veut pas lâcher les gens de l'autre côté qui sont notamment l'AES, l'Alliance des États du Sahel. So, il est en quelque sorte en train de jouer le double jeu. En ce qui concerne sa pérennisation ou son éternisation au pouvoir, ou son projet de ne pas vouloir quitter le pouvoir, je pense que aujourd'hui, lui et ses camarades, c'est-à-dire le CNRD, ils sont en train de jouer sur le temps. Les élections présidentielles, toutes les élections qui doivent s'organiser, c'est-à-dire les élections, le référendum dans un premier temps, les élections législatives, les élections communautaires et communales, et ensuite les élections présidentielles, c'est obligatoire. Aujourd'hui, personne ne peut maintenir un État dans une situation de transition pendant plusieurs années, c'est-à-dire un mandat ou 2 mandats, c'est pas possible. Il y aura toujours des représailles. Le peuple de Guinée, c'est un peuple très avisé. Les gens déjà, il y a des petits remous, ça parle déjà. So, Mamadi et son équipe, ils le savent, ils en sont conscients. Je te rejoins sur un point. Ils sont en train d'utiliser des stratagèmes pour essayer de jouer un peu sur le temps, pour se maintenir au maximum possible au pouvoir. Voilà. D'où ma question vient, parce que quand je vois la dissolution et encore de ce gouvernement, je pense que c'est une manière pour M. Mamadi de jouer avec le temps, comme vous le dites. De retarder l'échéance. Parce que j'ai comme l'impression que cette histoire ne date pas de maintenant, mais pourquoi, au moment qu'il y a il y a des petits boubous, les gens parlent un peu par-ci, par-là, et que tu trouves que c'est le moment, à l'instant, de pouvoir dissoudre une entité et créer une autre entité et dire que non, le pays n'avance pas, le pays avait des voleurs en dessous de l'entité et donnez-moi encore plus de temps. J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, des présidents de salon de la France-Afrique pensent que le pays leur appartient. Il n'y a pas de guerre en ce moment en Guinée. Pour dire que tu es là et que tu fais la guerre pour la Guinée. Tu ne le fais pas. Parce qu'il n'y a pas de guerre en Guinée. Donc, je pense que tu es un président de transition. Tu fais la transition comme il se doit. On tend vers 2 ans de transition. La vocation d'une transition, d'ailleurs, quand on dit transition, c'est une période transitoire. Oui. Soit il y a une situation qui s'est posée, on quitte un état de droit, on tombe dans l'illégalité. Pendant cette période, la vocation de la transition, c'est d'organiser les élections aussitôt possible et de céder le pouvoir aux civils, si ce sont les militaires qui sont à la tête du pays. Ça, je te rejoins parfaitement sur ce point. Quand tu parles de voleurs, de ceci, cela, je peux te joindre. La gabegie financière en Afrique, on sait, c'est quelque chose, c'est palpable, c'est perceptible. Mais pour moi, pour ma part, en étant
en étant quelqu'un qui est du domaine, je n'appelle pas ces gens voleurs. Ce sont des présumés coupables, des présumés voleurs, certainement. On peut les appeler comme ça. Maintenant, en ce qui concerne encore, je vais revenir là-dessus, tu as parlé de quelque chose qui est important concernant le temps. Quand tu me dis qu'ils veulent profiter du temps, ils veulent user de méthodes pour se maintenir au pouvoir autant que possible, ça c'est un plan. C'est ourdi par eux. Je te le dis, je le dis ici devant tout le monde. Mamadi et son groupe, à un moment donné, avec le MATD, c'est-à-dire le département qui est chargé d'organiser les élections, le recensement et autres, le ministère de l'Intérieur, je crois, de la décentralisation, c'est eux qui sont chargés de faire tout ça. Ils retardent les choses. À un moment donné, ils ont posé le problème de budget. Oui. Ça, c'était l'année passée ou surpassée, je crois, depuis 2022. Ils ont fait un plan, il y a eu un chronogramme, il y a eu un programme de toutes les élections qui doivent se tenir en Guinée. En 2022, entre novembre et décembre, il y a eu des assises nationales. Là où les gens de la société civile étaient là, certains politiques étaient là, les sages étaient là, les syndicats, tout le monde. Toutes les classes étaient là. On s'est entendu sur un chronogramme. Ce chronogramme était censé débuter depuis 2023. Okay. Ce chronogramme qui se tenait entre janvier 2023, janvier 2023, janvier 2024, il devait prendre fin au mois de décembre 2024, dans les conditions normales. Ce chronogramme était défini comme suit. Entre septembre et octobre, on était censé avoir, avant septembre-octobre, en juin-juillet, nous étions censés avoir la première mouture de la constitution guinéenne, la nouvelle constitution qui doit être promulguée, soumise à l'approbation du peuple d'abord. Donc toute cette procédure, jusqu'au vote du référendum pour la nouvelle constitution devait se tenir jusqu'au mois de décembre. Dans les conditions normales, nous sommes au mois de février 2024. Le mois de décembre 2024 devait trouver normalement que la constitution était déjà votée et promulguée. Ça fait que déjà, dans le chronogramme initial, initié depuis l'année passée, nous sommes en retard. Vous êtes déjà en retard. Nous sommes en retard. Ça fait que s'ils avaient respecté le chronogramme comme défini par les assises de 2022, novembre-décembre 2022, on serait aujourd'hui en train de préparer les élections législatives et le référendum. Non, le référendum, on a déjà dépassé. Ah, vous avez déjà, ok. Ça, c'était dans le dernier trimestre de l'année 2023, dans les conditions normales. Il devait se tenir. Ça n'a pas eu lieu. Maintenant, on accuse un retard de, disons approximativement, nous sommes dans les délais, on n'est pas dans les délais de 6 mois, il y a un retard de 6 mois. Là, il faut prévoir un décalage encore parce que cette période était dédiée à l'organisation des élections législatives, c'est-à-dire l'Assemblée, les députés, et les élections communales et communautaires, c'est-à-dire les autorités décentralisées, déconcentrées et tout ça. C'était ça le chronogramme, qui n'ont pas respecté. Ce qui veut dire que s'ils n'ont pas respecté celui du référendum, ça fait qu'il y a un décalage de 6 mois. Quand est-ce qu'on va faire le référendum pour instaurer une nouvelle constitution? Ça sera... Aujourd'hui, les gens sont perdus. Les gens sont perdus. Je me dis que les autorités, le CNRD à la tête du pays, ils se plaisent dans ça. Ils sont dans leurs calculs. Ils sont en train d'organiser de telle sorte que ils gagnent en temps. C'est ce qui les importe eux aujourd'hui. Pour être sincère, pour être franc, mon frère. Les Guinéens se demandent, ils se posent beaucoup de questions aujourd'hui. Je viens de Conakry il y a quelques jours. Je sais comment les choses se passent. Avec la succession d'événements, le dépôt de carburant au mois de novembre, ces histoires aujourd'hui, les coupures d'électricité, ça crée des problèmes, Internet, les médias sont muselés, il y a tout ça. Il y a tout un tas de choses qui prouvent que le CNRD, jusque-là,
ils n'ont pas envie d'aller aux élections. Maintenant, voilà. Et ça, c'est un problème. Et c'est ce qui nous pousse aujourd'hui à faire Manu Talk Show parce qu'on va critiquer l'état de la politique africaine. Et je pense que c'est vraiment un désarroi de voir aujourd'hui cette politique africaine aller de pire en mal. Avec des présidents qui veulent s'accaparer de ce pouvoir, mais ne veulent pas quitter le pouvoir. Surtout des présidents qui ne tiennent pas leurs promesses. Tu ne peux pas promettre au peuple de faire ceci, cela, et que tu fasses autre chose. Vous savez, dans la sociologie des choses, le peuple c'est comme un enfant. En sortant le matin, quand tu dis à ton fils, je vais te ramener des bonbons, et que tu reviennes le soir, tu ne ramènes pas des bonbons, ça va créer un tollé, bien évidemment. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Les Guinéens ne sont pas du tout contents dans l'ensemble. Je le sais. Mamadi Doumbouya, il y a quelques jours, avant-hier je crois, il était dans les rues, il avait l'habitude de se taper des benfours. Il est passé inaperçu, certains Guinéens sont restés indifférents. Voilà. Face à son cortège, personne ne l'a regardé, les Guinéens ne sont pas contents de lui. C'est ce qu'il faut dire. La Guinée veut évoluer et je pense qu'avec vous et votre parti politique, j'aimerais rencontrer votre président du parti politique et avoir aussi un débat avec lui de l'avancée et des plans politiques que vous allez offrir à la population guinéenne. Et ça, vraiment, avec vous, on a un peu débattu du plan politique de la Guinée. Mais on va faire une petite transition du côté de la Côte d'Ivoire. Vous avez beaucoup de la politique. Il y a beaucoup d'événements qui se passent en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'événements qui se passent en Côte d'Ivoire. Je sais que vous avez un peu l'actualité de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il y en a beaucoup. On ne va pas aller du coq à l'âne ou en besogne, mais on va prendre quelques sujets qui tapent à l'œil. Un sujet qui vient à peine de sortir, c'est la libération de 51 personnes, dont il y avait le général de Boblé, il y avait Seka Seka, il y avait aussi celui du GPS, des détenus politiques du président Soro, qui est... j'ai oublié son nom, je suis désolé, le gars du GPS, si ça me revient, je vais dire son nom. Mais j'aimerais savoir qu'a poussé le cher président Alassane de pouvoir libérer ces détenus politiques et quelques civils à leur donner la grâce présidentielle. Ok, je vais commencer par expliquer un peu le contexte de la grâce présidentielle. Il faut qu'on revienne sur ça pour que tout le monde comprenne que la grâce présidentielle, c'est du pouvoir discrétionnel du président de la République. C'est lui qui décide qui gracier, qui ne pas gracier. Je me dis que dans ces conditions, il peut y avoir des pressions de part et d'autre, politiquement, administrativement, mais c'est le choix du président de la République de gracier. Ça, c'est un pouvoir qu'il a, qui l'appartient. Il gracie qui il veut. Voilà. Donc, il faut le rappeler que c'est Ado qui gracie en Côte d'Ivoire. C'est lui le président de la République, justement. Je suis d'accord avec ça, mais vous pensez qu'il n'y a pas une petite pression c'est possible, des États-Unis ou bien de d'autres ça peut ressembler aussi à un élan de paix. Certainement, il sent qu'il doit quitter le pouvoir ou il doit céder le pouvoir l'année prochaine. Il a le souci d'organiser pour ses successeurs, d'organiser son après-pouvoir. Il le faut bien. Vous voyez un peu. Dans ce cas, c'est ce que je pense. Je pense que c'est dans ce élan. Dans cet élan il a gracié certaines personnes. Bon, ça se fait chaque année. Le président le fait chaque année, soit ça lui a pris du temps. Ou en début d'année. Ça dépend. Ça lui a pris du temps, mais il y a aussi un point que beaucoup d'activistes, cyberactivistes et beaucoup de personnes vous savez, monsieur Manou, les rumeurs vont bon train. C'est le milieu politique, la vie politique africaine surtout, là où les choses ne sont pas rendues publiques, généralement. Dans le pays là où nous vivons aujourd'hui, quand il y a des situations, Biden par exemple, il est tenu obligé, il a le devoir
le devoir moral, politique, administratif de venir se mettre devant les Américains, leur expliquer chaque situation telle qu'elle est. Elle se présente. Chez nous en Afrique, les gars, les présidents ou les dirigeants, les ministres, tout le monde, ils décident de faire certaines choses sans explication. Il y a tellement d'exemples, il y a toute une panoplie d'exemples que nous pouvons citer ici aujourd'hui. Justement, je sais que après ce sujet, on va aller sur cet exemple. Vous ne pouvez pas prendre des décisions. Les États, c'est-à-dire les gouvernants en Afrique, ils prennent des décisions sans expliquer le pour et le pourquoi. Ça c'est vrai. Voilà. Et nous avons remarqué avec beaucoup de flair que beaucoup de présidents ne disent jamais, ne viennent jamais se mettre devant le peuple et expliquer de façon morale et de façon intellectuelle, de façon explicite pourquoi on prend ces décisions. Mais j'ai comme l'impression que, ça c'est mon point de vue à moi, que le président Alassane ne pense pas quitter le pouvoir. Et aujourd'hui, c'est quand même dérangeant parce que nous avons beaucoup de jeunes exilés. Vous aussi, vous étiez un peu exilés. Autant avant que Mamadou Doumbia prenne le pouvoir, parce que vous allez à l'encontre de l'ancien président de la Guinée et vous avez dû rester ici aux États-Unis pour une longue période parce que vous n'étiez pas le bienvenu en Guinée. C'est un peu de ce contexte que nous sommes aujourd'hui et nous voyons qu'il y a beaucoup d'exilés à cause de ce qui se passe au pays. Il y a aujourd'hui des casses, il y a beaucoup de destruction aujourd'hui en Côte d'Ivoire et nous n'avons même pas le pour, le contre. Il y a des gens qui ne sont pas dédommagés et il y a toujours des casses et des destructions. À ce point, que voyez-vous quelle est la vision que vous optimisez en the long run? Sur la question des casses, que j'appelle d'ailleurs sauvages, anarchiques, les États en Afrique, ils le font presque tous. Okay. En Guinée, il y en a, quand j'y étais il y a quelques semaines, ce sont les mêmes cas qui se répètent partout, à travers la ville de Conakry et d'autres villes du pays à l'intérieur. À Abidjan, j'ai constaté, j'ai vu le désespoir des peuples, des populations de la zone, de la localité de Yopougon. Yopougon, justement. C'est pénible qu'un gouvernement qui se dit responsable procède ainsi. Il y a toute une bactérie de procédures quand il s'agit de casser les maisons, les habitations des paisibles citoyens pour ne pas causer du tort aux populations. Il y a toute une série de procédures. Avant la période de l'enregistrement, c'est-à-dire repérer la zone, si c'est pour une cause d'utilité publique, vous avisez les gens, vous vous organisez en comité ou en commission pour venir recenser toutes ces personnes, vous retrouvez des points de chute et après, le dédommagement doit suivre la réparation du tort. Quand quelqu'un réside dans un point donné pendant un certain nombre d'années, toi, l'État, fut-il l'État, quelle que soit ta puissance, c'est la puissance publique, disons, tu n'es pas habilité à venir déguerpir comme ça, de façon instantanée, de façon inopinée. Tu te lèves un beau matin, tu décides que je dois récupérer ce domaine. On dit, dans le code de l'habitat, dans le code de l'habitat domanial, c'est précisé que dans un pays, toute l'étendue du territoire appartient à l'État. Mais quand la répartition est faite, il y a des gens qui ont des titres de propriété, il y a des gens qui ont des documents et autres. Tu n'es plus habilité, toi, en tant qu'État, à venir du jour au lendemain déguerpir ces gens de cette façon. J'ai écouté plusieurs personnes sur des vidéos, notamment sur YouTube, là où des gens, des élèves, des jeunes élèves, des vieilles mamans, des gens qui n'avaient aucune idée que la casse devait se faire ce jour. Ou je ne sais pas parce que je ne suis pas témoin oculaire des faits. Si ces personnes ont été avisées en amont avant la casse, on ne sait pas. Je ne sais pas en tout cas. Mais selon le témoignage de ces personnes, ce que l'État fait, c'est violent, c'est une violation grave
des droits des personnes qui résident ou qui résidaient dans cette zone de Yopougon. Moi, je suis d'accord avec vous, monsieur Habib. Mais pourquoi la Guinée ne manifeste pas le même besoin qui se passe en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous ne manifestez exactement, pas? ça s'est fait. Les gens ont manifesté. Okay. Il y a eu beaucoup de choses en Guinée. Okay. Même récemment, si tu suis l'actualité guinéenne un peu, tu peux aller voir sur YouTube, évidemment. Oui, oui. Là où des dames de Kaloum, il y avait une zone là où il y avait des habitations, le marché de Nyengema, qu'ils appellent le marché de Nyengema en ville, dans le centre-ville. Juste en face du stade de la mission, l'État est venu déguerpir plusieurs familles, les magasins des gens, les boutiques des gens. Ça s'est fait il y a un mois, il n'y a pas longtemps. Les femmes ont marché pour exprimer leur désarroi, pour exprimer leur souffrance, leur colère. You know, ça s'est fait en Guinée, bien évidemment. Les gens sont sortis, certainement que j'ai pas vu, je vais faire des recherches là-dessus. La casse à Kaloum et autres. So, c'est beaucoup, il y en a assez. Il y a tellement de cas de ce genre. En Afrique, comme je te le disais tout à l'heure, ils ne respectent pas les droits de leurs concitoyens. Les États en Afrique, ils ont la puissance publique, ils abusent de la puissance publique. Ce sont des choses que nous devons bannir dans la gestion de l'État chez nous. Ok. So, je pense qu'avec votre parti politique et avec votre esprit politique, je pense que vous avez... Nous comptons corriger toutes ces choses qui se passent aujourd'hui. C'est bien évidemment pour cette raison que nous avons décidé d'aller au four, de créer un parti politique, de lutter, de nous battre pour être à la tête de l'État guinéen. C'est pour corriger toutes ces imperfections dont nous parlons aujourd'hui. Ok. Ça, ce sont des choses à éviter. Mais j'ai un problème avec les partis politiques. Vas-y. Les partis politiques sont toujours sweet quand il s'agit de parler au peuple. Mais quand il s'agit de passer à l'action, c'est toute une différente réalité. Je ne doute pas de votre parti politique. J'aimerais que tout ce que vous dites soit mis à profit au bénéfice du peuple africain, du peuple guinéen surtout. Monsieur Manu, je te garantis que le MAD regorge des jeunes talentueux qui ont des valeurs. Des valeurs auxquelles ils sont très attachés. Le but de la création du parti, c'est surtout ce que je viens de vous dire. Nous voulons aller en Afrique et changer les choses, et changer la façon de voir et la façon de faire les choses. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est pénible, c'est inadmissible de voir nos peuples souffrir avec surtout la Guinée. Quand tu prends ce pays, avec toutes les potentialités que nous avons, et que tu vois qu'aujourd'hui le pays est encore en retard. Ça ne devait pas arriver. Ça ne devait pas arriver. Quand tu prends, si vous me permettez, tu prends l'exemple sur certains pays du Moyen-Orient, tu prends Dubaï notamment, ou tu prends Dubaï, disons Dubaï, quand tu prends cette zone, dans les années 80, nous étions en avance. Que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée, nous étions en avance sur ces gens. En 40 ans, regarde ce que ces zones sont devenues aujourd'hui. C'est devenu l'Eldorado de nous, Africains, on court. C'est devenu des endroits prisés. Pourquoi pas reproduire ces mêmes choses, ces mêmes formes de développement chez nous? Pourquoi Aaron Guerre, l'Africain, les Guinéens, je ne comprends pas. Les Ivoiriens, ça va encore aujourd'hui à dos, il a propulsé un peu le pays où fouet, auparavant il a fait un peu, ça va. Mais en Guinée, quand tu vas, ça va légèrement quand tu prends 10-15 années en arrière, mais ce n'est pas suffisant, c'est insuffisant. Avec les potentialités que nous avons, ces pays, ce sont les Européens. Ce que nous faisons par le Nicaragua, par la mer, ça devait être le contraire. Ça devait être le contraire. Il faut que les peuples africains se réveillent, que les gens arrêtent d'aspirer à gérer les choses de l'État, c'est-à-dire la chose publique, pour eux, leur propre intérêt. Il faut qu'on comprenne que c'est ensemble que nous pouvons faire quelque chose pour nos pays, pour nos États, nos nations. Voilà. Merci. C'est le premier talk show, Manu Talk Show, la première édition avec M. Habib. Voilà, un grand
membre d'un parti politique guinéen, qui nous a fait l'honneur de l'avoir sur la chaîne, nous fait un débriefing sur l'actualité sociopolitique en Afrique. Vraiment, c'est un plaisir. J'aimerais vous dire merci à vous qui nous regardez en ce moment et qui allez nous regarder en ce moment. Il y aura beaucoup de personnes qui vont interagir sur cette plateforme à qui je vais donner la chance de parler. Mais Monsieur Habib, la population, les internautes aimeront savoir votre mot de fin. Le mot de la fin. Je veux, par ici, avec tout ce que nous avons évoqué, dire aux Africains de rester soudés. Nous sommes un même peuple. Ce sont les mêmes personnes qui se retrouvent partout, surtout dans la sous-région. Aujourd'hui, il y a une scission. La CEDEAO tend à disparaître. C'est dommage, c'est déplorable. Nos dévanciers, ils ont consenti assez de sacrifices pour l'Union africaine, qui n'a presque, disons, jamais vu le jour. Oui. C'est de façade, c'est une union de façade, ça a toujours été le cas. Je n'ai jamais réussi à dire aux jeunes, aux générations futures, à nous, notre génération, et ceux qui sont derrière nous, et ceux qui viendront après ces gens, de se donner les mains, de penser à l'idéal commun. Il faut qu'on se donne les mains. Si nous sommes aujourd'hui dans ce pays, les États-Unis, vous voyez le nom, ce sont des États qui se sont fédérés. Oui. Ce sont des gens qui ont pensé au bien-être commun, qui n'ont pas pensé à eux, à leur famille ou à se remplir les poches. En Afrique, c'est autre chose. Tu confies un projet de 10 millions à quelqu'un, 10 millions de dollars à quelqu'un, le projet n'absorbe même pas la moitié. L'autre moitié, il se partage ça. C'est ça, c'est un fait. Tu vois quelqu'un qui est ministre, aujourd'hui, en un mois, il a des villas partout, il a des maisons partout. Tu vois son compte bancaire, tu dis waouh, il se transforme en puissance politique. Il devient l'État, il se substitue à l'État. Voilà. Il faut que les gens arrêtent de confondre. Quand ils sont nommés, quand ils sont à des postes de responsabilité, arrêtent de confondre leur poche à celle de l'État. Voilà. Mettons-nous ensemble, unissons-nous. Je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui vont regarder ce flash talk show de M. Manou. Merci également à M. Manou de m'avoir invité. Bonne soirée. Bonne soirée à vous et restez tuned pour la suite.